et bienvenue dans le 7-8 L'Hebdo, votre émission qui revient sur l'actualité de la semaine dans les Yvelines, au sommaire ce vendredi 21 février. Cela avait été annoncé en juillet 2019, la possibilité de payer ses impôts, factures et taxes locales chez son buraliste. La pratique est lancée dans les semaines à venir dans 10 départements, dont les Yvelines. 15 ans après la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, le président de la République Emmanuel Macron fait de nouvelles annonces et interpelle les candidats aux élections municipales pour se saisir de ce sujet. Nous aurons avec nous en plateau un élu du conseil départemental des Yvelines de APF France Handicap. Le salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end et les Yvelines seront bien présentes. Les chiffres de la délinquance dévoilés et un jeune Yvelinois titulaire pour le match de rugby France-Pays de Galles en équipe U20, nous ferons le tour de ce qui a marqué l'essentiel de l'actualité cette semaine. Payer ses impôts et ses factures administratives chez son buraliste, ce sera possible dès le 24 février dans certains bureaux de tabac des Yvelines. Le département est le seul d'Île-de-France à tester le dispositif avant son extension au 1er juillet dans tout l'Hexagone. Reportage réalisé avec Jules Cachin. Avec ça, monsieur. Et pourquoi pas une facture d'imposition ? Dès lundi, des buralistes de 10 départements offriront la possibilité à leurs clients de régler impôts et factures administratives à l'aide de leur borne française des jeux. Bien sûr, nous étions plusieurs sur les rangs, dont la Poste, mais nous avons donc réussi à l'obtenir dû aussi à notre maillage et à notre amplitude horaire. Avis d'imposition, facture de cantine ou de crèche, amende de stationnement, il suffira de scanner son document et de régler le tout au buraliste avec un maximum de 300 € en espèces. Une démarche supervisée par la Direction générale des finances publiques. C'est les tabacs qui ont signé le contrat avec la DGFiP et qui ont fait la formation. Parce qu'on ne vous lance pas à encaisser d'argent pour l'État sans avoir eu une formation avant. Les buralistes y voient un moyen de continuer de faire rentrer du flux malgré la hausse du prix du tabac, mais côté client, on est dubitatif. De toute façon, moi je paye par internet, c'est plus vite et c'est plus simple. Je trouve que c'est pas très bon de promener toutes ces informations, voilà. Que ça reste dans un cadre limité, voilà. Chacun son rôle. Le tabac, les timbres, les jeux. Après, si on commence à leur donner plus de travail... Si le test est d'abord effectué dans 4 bureaux de tabac du département, au 4 mars, ce seront 106 buralistes des Yvelines dans 60 communes qui proposeront ce service avant son extension à toute la France en juillet. La Fédération des buralistes estime atteindre les 2 millions d'encaissements par an. Je veux d'abord ici lancer un appel très solennel. Nous sommes dans un contexte, et je crois que c'est ma fonction, mon rôle de le faire, celui des élections municipales. Et je veux ici lancer un appel à tous les candidats et les engager à penser dans leur programme la commune inclusive, sans laquelle il n'y a pas de société inclusive. C'était la semaine dernière, le 11 février, date anniversaire de la loi dite handicap de 2005. Le président de la République Emmanuel Macron a convié plus de 400 personnes pour une conférence nationale du handicap. Il y a fait plusieurs annonces comme une hausse de 90 € par mois de l'allocation adulte handicapé et une reconnaissance du droit de vote pour les majeurs protégés. Il dit vouloir faire rentrer la société dans une philosophie nouvelle, considérant les personnes en situation de handicap non comme une altérité mais bien des citoyens à part entière. Et vous l'avez vu, il interpelle les candidats aux élections municipales à se saisir de ce sujet dans leur programme. Christian Lelièvre, vous êtes avec nous, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes élu au sein du conseil départemental de APF France Handicap. L'association, dans un communiqué, a salué des avancées, mais aussi des manques importants. Alors quels sont-ils ces avancées, ces manques ? D'abord, je voudrais dire que la grand-messe est dite. Elle attire le regard sur les personnes en situation de handicap et cette conférence est un focus, à mon sens, intéressant pour comprendre que les personnes en situation de handicap, elles ont besoin d'être regardées comme les autres, tout simplement. Voilà. Nous sommes de plus en plus nombreux en France à présenter des particularités, on va dire, à savoir 20% de la population. Moi, je pense aux femmes enceintes, je pense aux mamans avec des poussettes, je pense encore aux malentendants, aux non-voyants. Je pense aussi... Et j'ai entendu ça l'autre jour, ça m'a beaucoup plu, aux musicologues, ceux qui ont un casque sur les oreilles, qui sont en situation de handicap parce qu'ils ne perçoivent plus du tout leur environnement et ils sont aussi soumis à des problèmes d'accessibilité parce qu'ils ne voient pas, ils ne perçoivent pas leur environnement. Voilà, il y a aussi les fauteuils roulants, naturellement, les handicaps invisibles qui ne se voient pas mais qui malgré tout présentent des difficultés pour les gens qui en sont victimes.
Voilà. Et puis, on n'oublie pas le grand âge, en fait, puisqu'on est une population vieillissante en France et on se rend compte qu'il y a quand même de plus en plus de monde. Alors, toutes ces personnes, quelles qu'elles soient, elles ont toutes le même problème, si on peut dire, c'est l'accessibilité, en fait, des lieux publics, l'accessibilité de la voirie qui se dégrade de plus en plus dans nos régions. Voilà. Alors, Emmanuel Macron a notamment demandé des efforts concernant le scolaire, avec pour objectif aucun enfant sans solution de scolarisation à la rentrée. Et à la rentrée 2019, là, ils étaient 8000 dans cette situation. Alors pour cela, il préconise l'augmentation et la valorisation des accompagnants. Quelle est la situation actuelle ? Écoutez, la valorisation et l'accompagnement des enfants, c'est une très bonne chose, mais il faut aussi penser qu'il faut que nos écoles soient accessibles. Voilà. Je me suis porté volontaire avec la Ligue des droits de l'homme pour faire de la sensibilisation au handicap dans des écoles. Et en fait, je me suis heurté à un problème très simple, c'est que je ne pouvais pas accéder à ces écoles en fauteuil roulant. Donc, on veut accueillir les enfants en difficulté, je comprends, mais si l'école n'est pas accessible, c'est la double peine. En fait, c'est effectivement l'accompagnement de l'enfant et l'accès à l'école n'est pas forcément adapté partout. Voilà. Alors justement, en termes d'accessibilité, sur ce point, Emmanuel Macron renvoie aux élus locaux et aux candidats aux élections municipales. Les saisir, est-ce que c'est une bonne piste ? Alors, d'une part, saisir les candidats aux élections municipales, c'est une bonne chose. Sauf qu'au-delà de ça, il faudrait, et c'est le cas dans ma commune, où on a 3 listes municipales sur lesquelles on voit 3 candidats qui sont en situation de handicap. Je pense que c'est une très bonne chose de se saisir de ce sujet en intégrant donc ces personnes avec ces particularités, de façon à faire en sorte qu'on démontre qu'on veut faire une société inclusive, on veut se donner les moyens d'aider en fait toute la population, puisque si on permet aux personnes en situation de handicap d'accéder à différents endroits de la commune, que ce soit au niveau de la voirie, des bâtiments publics et des salles de spectacle et du reste, on va appeler ça de la qualité d'usage pour tous. Et je peux vous dire que quand il n'y a pas de trottoir pour franchir un seuil, quand il n'y a pas d'escalier, eh bien personne ne tombera dans l'escalier, y compris les bien portants. Voilà. Est-ce qu'il y a des actions en cours dans le département justement pour interpeller les candidats ? Alors, l'APF France Handicap a mis au point un plaidoyer donc à l'attention des élus et des candidats aux élections municipales, donc dans lequel on relate toute la problématique effectivement de l'accès à l'école, de l'accessibilité dans l'environnement de la ville. Voilà. Vous avez évoqué les salles de spectacle. Justement, je vais faire un mot concernant la culture. La députée yvelinoise Aurore Berger a rendu un rapport sur l'émancipation par les arts et la culture en début de semaine. 60 propositions pour une culture pour tous, et parmi elles, certaines concernent le handicap. Par exemple, la nomination dans chaque maison départementale des personnes handicapées, les MDPH, un référent à la culture. Développer la programmation de spectacles adaptés aux déficients visuels et auditifs avec des objectifs chiffrés. Christian Lelièvre, est-ce qu'il y a beaucoup à faire justement sur la culture ? Déjà, moi, j'entends qu'il y ait un référent culture dans les MDPH, ça m'interpelle, pourquoi pas, sauf que les MDPH n'ont déjà pas le temps de traiter les dossiers qui leur sont confiés, en sachant qu'ils ont 4 mois pour répondre à un dossier et on attend facilement 8 mois dans les Yvelines pour solder un dossier MDPH. Donc, si on y ajoute la culture, écoutez, je pense qu'on va peut-être faire reculer les délais. Je pense qu'il n'y a pas assez de personnes dans ce service pour pouvoir répondre aux attentes de l'ensemble des gens qui déposent un dossier. Voilà. En ce qui concerne la culture, eh bien, intégrer ou faire en sorte que les personnes en situation de handicap puissent exprimer quelque chose au travers de la culture, ça me paraît tout à fait intéressant. Ça va dans le sens d'une vraie société inclusive, quelque part, où on ne marque pas la différence, en fait. Voilà, on peut très bien faire un spectacle avec son fauteuil roulant ou avec d'autres difficultés comportementales. On a vu un spectacle à Verneuil-sur-Seine il n'y a pas très longtemps où c'était une troupe qui venait de Belgique donc pour faire un spectacle. L'ensemble de la troupe était avec des troubles
divers et variés, mais ils ont fait un spectacle et ça a donné quelque chose d'absolument réchauffant pour tout le monde. Et on s'est dit, bah oui, finalement, ils sont différents, mais ils savent aussi, ils ont aussi quelque chose à exprimer qui nous touche et qui nous fait grandir. Voilà. Est-ce que passer par la culture serait une manière de sensibiliser ? La culture est un moyen comme un autre d'épanouissement, en fait. Je pense qu'un individu, quel qu'il soit, qui se cultive, trouve une forme d'épanouissement. Et je pense que quand on est en situation de handicap, on ne doit pas être exclu du bénéfice de l'épanouissement, en fait, hein, voilà, de la culture. Alors on en vient un peu à l'un des 3 objectifs d'Emmanuel Macron, qui est une vie digne et libre permise à tous. On est complètement dedans. Une vie digne et libre. Excusez-moi. Oui, c'est ça, une vie digne et libre. Une vie digne et libre. La dignité, bien entendu que tout le monde aspire à la dignité, y compris les gens en situation de handicap. La liberté, elle ne peut, à mon sens, s'exprimer qu'à partir du moment où on peut aller partout où on souhaite aller. Au niveau des transports en commun, avoir des transports adaptés pour certains parce qu'on ne peut pas faire autrement, des transports qui soient aussi fiables. L'accès aux salles, c'est aussi une forme de liberté. L'accès à l'école, c'est une forme de liberté. L'accès à la culture en est une aussi. Alors pour conclure, quelles sont les actions menées par APF France Handicap actuellement ou à venir ? Les actions que l'on mène en ce moment, donc, c'est à l'attention des maires, hein, effectivement, pour les interpeller, pour leur permettre de s'imprégner en fait des situations de handicap et puis de penser dans leur programme une société inclusive, en fait, où on fait de la vraie qualité d'usage, ça c'est une chose. Et puis autrement, nous, à l'APF France Handicap, on est interpellé par des cas particuliers de personnes, de parents, d'enfants qui souhaitent intégrer leurs enfants à l'école, d'accessibilité de centres commerciaux qui sont prometteurs mais pas adaptés. Voilà. Et puis nous avons aussi un mouvement, puisque les déclarations d'Emmanuel Macron sont ce qu'elles sont, mais on considère que la mission n'est pas complètement remplie. Donc l'APF France Handicap, donc au niveau de l'Île-de-France, va organiser une journée donc le 5 mars, place d'Italie à Paris, devant le siège de l'APF France Handicap, et il va y avoir un parcours de la place d'Italie à Bastille, voilà, le 5 mars. Donc un parcours en fauteuil roulant, ça va être épique, hein, mais c'est intéressant à voir. Voilà. Bien, merci Christian Lelièvre d'être venu sur notre plateau. Je rappelle, vous êtes élu au sein du Conseil des Yvelines de APF France Handicap. On passe au reste de l'actualité de la semaine. Une année 2019 encore marquée par l'augmentation des violences sexuelles, tout comme les escroqueries. Le ministère de l'Intérieur a communiqué les chiffres de l'insécurité et la délinquance pour l'année 2019. Plus précisément, dans les Yvelines, vous le voyez, sont en augmentation des tentatives d'homicide, les viols ou encore les vols de véhicules par rapport à l'année 2018. À l'inverse, les cambriolages et les infractions à la législation sur les stupéfiants sont en baisse. Et cette information est révélée par l'AFP en début de semaine. Un entraîneur historique du club d'athlétisme de l'Ouest 78 a été suspendu le 4 janvier dernier par la préfecture des Yvelines. Une enquête préliminaire a été confiée au commissariat de Saint-Germain-en-Laye suite à plusieurs dépôts de plaintes pour harcèlement moral, harcèlement sexuel et viol commis sur un mineur de plus de 15 ans pour des faits susceptibles d'avoir été commis entre 2004 et 2019. On ouvre maintenant une large page agriculture et environnement. Événement annuel incontournable, le Salon de l'agriculture ouvre ses portes ce week-end. Christophe Robin s'occupe de la ferme de la Hunière à Sonchamp et sera présent sur le stand du mouvement Agri Demain. Manon Varaldo a rencontré cet éleveur de volailles sur son exploitation. Christophe Robin est agriculteur depuis 2012 à la ferme de la Hunière. Suite au départ en retraite de ses parents en 2016, il prend les rênes de cette exploitation. C'est un éleveur passionné. J'ai pris l'habitude de prévenir les volailles quand même quand on arrive dans le bâtiment. C'est éviter le stress aussi. À la ferme de la Hunière, des poulets fermiers sont produits. Dans ce bâtiment d'élevage, 600 volailles sont présentes dans ce 80 mètres carrés. On a tout réorganisé l'espace et l'ensemble des bâtiments. Donc la prochaine étape, ça va être de mettre une porte dans le fond, ici dans le pignon, qui sera automatisée. Dans son exploitation, à Sonchamp, Christophe Robin fabrique l'aliment des volailles avec les céréales de la ferme. Étant cultivateur, je produis à la fois du blé et du maïs, que c'est la base de l'aliment des volailles.
Cet agriculteur prend soin de ses volailles qui sont bien en chair, Alors les amis, ça va là-dedans? avec une durée d'élevage entre 90 et 120 jours. La semaine prochaine, je vais en emmener un petit peu au salon de l'agriculture pour fournir le stand agri demain. Les coqs vivants, là on avait du 3 kg, plus de 3 kg vif. Christophe Robin fait partie de ce mouvement qui rassemble plusieurs exploitants afin de lutter notamment contre l'agribashing, une certaine méfiance à l'égard du monde agricole. Il va falloir continuer à nourrir une population qui est grandissante, satisfaire les besoins en bien-être animal et en production de qualité et de proximité. Il faut réussir à faire revenir les gens à la ferme, qu'ils aient en visu ce qu'on fait. Pour avoir un lien avec ses consommateurs, l'agriculteur se rend au marché de Clairefontaine en Yvelines. Christophe et Damien mettent en place les produits de la ferme de la Hunière. C'est 8,90 le prix. Enfin, de toute façon, je vais te laisser la plaquette. Ouais. Si tu as un doute sur quoi que ce soit, tu prends la plaquette. L'éleveur maîtrise 90% de la production de la filière. Seules les parties abattage et découpe sont déléguées. Les consommateurs ont pu déguster les produits de la ferme et parfois repartir avec. C'est les nôtres que vous voulez. Christophe Robin sera présent mercredi 26 février sur le stand Agri Demain du Salon de l'Agriculture. Ses produits aussi. Allez, bon dimanche. Au revoir madame. Et à cette occasion du Salon de l'Agriculture, la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé 4 priorités pour ce secteur en 2020. Plus de détails avec nos confrères via Grand Paris. Convertir l'agriculture francilienne au bio, c'est l'une des priorités de la région Île-de-France. Valérie Pécresse a présenté ses objectifs pour 2020. Aujourd'hui, 30 000 hectares franciliens sont cultivés en agriculture biologique. C'est 3 fois plus qu'en 2015. Le pacte écologique signé en 2018 doit encore permettre d'accélérer. En jeu, 45 000 hectares cultivés en 2022. Une menace, le désengagement de l'État. L'État supprime ses aides. Alors que va faire la région? Eh bien, toutes les aides supprimées par l'État, la région va les remplacer. Donc nous allons nous substituer à un État défaillant sur le bio pour que les agriculteurs bio qui se sont engagés dans cette démarche, qui ont fait les investissements, c'est très lourd de la transition bio, eh bien, ne soient pas en insécurité et pour qu'on garde cette formidable dynamique de transition vers l'agriculture biologique. Autre priorité de la région, développer les circuits courts en rapprochant citoyens et agriculteurs. Une centrale d'achat va être mise en place pour fournir les 463 lycées d'Île-de-France avec 100% de produits franciliens, dont 50% de bio d'ici à 2024. 14 produits déjà identifiés, les carottes, les pommes de terre, les lentilles, les pommes, les poires, la baguette des franciliens, mais aussi la volaille, les œufs, la viande, donc vraiment, et la banane des Outre-mer. Parce que la banane antillaise, nous la considérons comme un produit de circuit court en Île-de-France. Autre défi, assurer la relève des agriculteurs et surtout rajeunir la profession. Aujourd'hui, un agriculteur sur 5 a plus de 60 ans. Nous travaillons évidemment avec les jeunes agriculteurs. Nous avons fait un site avec eux qui promeut les métiers de l'agriculture. Nous avons une agriculture qui est encore très familiale en Île-de-France et on veut la garder. Donc ça suppose d'encourager tous ces jeunes agriculteurs à s'installer, à prendre la succession de leurs parents, de leur famille et puis aussi d'attirer des nouveaux. Et ça aussi, c'est l'objet de notre plan de formation. Depuis 2016, 4200 formations ont été financés par la région Île-de-France. Et pour clore cette page environnement, je vous propose d'aller à la rencontre de Nicole. Depuis 12 ans, elle sauve des crapauds et autres tritons le long des routes. Une action qui a permis d'accroître la population batracienne dans la forêt de Gambé. Reportage en vallée de Chevreuse. En cette saison des amours, les batraciens rejoignent leur point d'eau natal pour se reproduire. Seulement à Gambé, l'étang de la Bruyère est séparé de la forêt par une route. Alors depuis 12 ans, Nicole s'occupe d'eux. À l'aide des lycéens du CHEP de Tremblay-sur-Mauldre et d'autres bénévoles, elle dispose des barrières de 140 mètres de long financées par la commune de Gambé et le parc naturel régional de la Haute-Vallée de Chevreuse, afin d'empêcher les batraciens de se faire écraser. Ils arrivent effectivement de la forêt, ils vont longer la bâche et à un moment ils vont tomber dans les seaux. Et chaque matin jusqu'au mois d'avril, des bénévoles viennent ramasser les batraciens des seaux pour les faire traverser en toute sécurité. Si Nicole a commencé seule avec son mari et son fils, au fil des années, d'autres amoureux de la nature l'ont rejointe, comme Émeric.
Il s'est arrêté, il allait à la boulangerie, je me rappelle, et il a dit l'année prochaine vous me contactez, je viendrai vous aider, voilà, puis voilà, je t'ai contacté. Alors 2, alors je note un mâle. Chaque batracien est répertorié pour prouver l'efficacité de la démarche. Il y a 12 ans, 500 animaux ont été sauvés. Cette année, les sciaramasseurs espèrent dépasser les 2500. 127 crapauds mâles, 19 femelles et 3 tritons palmés, ce qui fait 149 batraciens sauvés aujourd'hui. Fort de leur réussite, les bénévoles ont demandé un système plus pérenne de batracoducs, soit des tunnels sous la route dédiés. Donc le PNR, tout à fait d'accord. C'est vrai, ça fait 1 an quand même qu'on a déposé le dossier. Contacté, le PNR se dit sensible à la démarche, mais le terrain étant complexe, des études hydrographiques doivent être menées. Elles auront lieu courant mars. Le nouveau ministre de la Santé, Olivier Véran, a consacré l'un de ses premiers déplacements à la perte d'autonomie et a annoncé un dégel de 20 millions d'euros pour le secteur de l'aide à domicile. Les plus de 85 ans étaient 1,4 million en 2018 selon l'INSEE, qui les estime à 5 millions en 2060. Le vieillissement de la population et l'accompagnement des seniors est un réel enjeu. Dans un objectif de maintien à domicile, des entreprises étendent leurs activités habituelles d'aide ménagère. Reportage avec l'une d'entre elles à Plaisir. Une fois par semaine, Coraline se rend chez Madame Josso. Oui, c'est la femme de ménage. Elle est employée par une agence spécialisée dans l'aide à domicile. Ici, sa mission est de faire le ménage pendant 2 heures chaque mercredi matin. Je vais vous aider pour le linge. Je suis obligée parce que je ne peux pas tout faire. Non. Vous voyez, pour lever les bras, j'ai plus de difficultés. Mais plus qu'une aide ménagère, Coraline se fait aussi régulièrement offrir le café par Madame Josso. Le fait de passer du temps avec eux, de pouvoir aussi, on parle de nos vies, on crée vraiment un lien avec les clients en plus du fait qu'on leur apporte notre aide pour le ménage. Si Madame Josso est encore en pleine forme pour faire sa cuisine et ses courses, ce n'est pas toujours le cas des seniors qui peuvent tendre vers une perte d'autonomie. Forte de ce constat et du lien que nouent leur quarantaine de salariés avec leurs clients seniors, l'agence plaisiroise a décidé d'étendre l'activité d'aide ménagère à un réel accompagnement en 4 axes. Allier saveur et nutrition, cultiver les liens intergénérationnels, prévenir les risques domestiques, enfin travailler sa mémoire. Et on est vraiment sur une prise en charge globale, mais toujours en faisant ensemble et pas à la place d'eux, puisque l'idée est naturellement de préserver l'autonomie des personnes âgées, et bien qu'ils soient en perte d'autonomie progressive, et donc de les maintenir à leur domicile, ce qui est leur souhait. L'agence lance cette nouvelle prestation après 2 ans d'installation à Plaisir et interviendra également sur les communes de Villepreux et les Clés-sous-Bois, une manière aussi de lutter contre l'isolement. Selon le ministère des Solidarités et de la Santé, 50% des personnes de plus de 75 ans n'ont plus de réseau amical actif. Depuis le début du mois, le domaine de Dampierre change de visage. Après les jardins, c'est au tour du château lui-même de retrouver une deuxième jeunesse. L'échafaudage est en cours d'installation. 2 ans de travaux sont lancés principalement sur le logis, la partie centrale du château. Vont être rénovées les charpentes, les lucarnes et encore les menuiseries. Des précisions de Pascal Thévard, directeur général du domaine. Nous allons bâcher l'échafaudage. Alors il faut évidemment protéger la couverture qui va être enlevée, donc du coup il y a un toit qui va être mis sur cet échafaudage. Et on va poser une bâche tout autour du château, puisque nous avons eu la chance au mois de septembre de trouver dans les greniers des gravures anciennes des façades du château de la fin du XVIIe siècle. Et c'est ces éléments-là que nous allons mettre à l'échelle sur l'échafaudage. Et pour continuer l'activité, les équipes du château proposeront durant l'été des visites inédites. Un guide conférencier présentera les travaux d'un point de vue historique au public. Côté sport, on vous le présentait la semaine dernière comme un espoir yvelinois du rugby français. Fabien Witz a été titularisé en équipe de France U20 face au Pays de Galles. Le match a lieu ce vendredi 21 février dans le cadre du 3e match du tournoi des 6 nations. Cet ancien pensionnaire du Sky Rugby évolue désormais au Racing 92. Autre jeune sportif à suivre, l'ignimontain Evan Spenley. Il a 16 ans, il a commencé à 8 ans dans une école de karting parisienne et rêve de conduire un jour une Formule 1. En attendant, il participe cette année à la Porsche Carrera Cup France qui fait notamment l'ouverture des 24 heures du Mans. Il a déjà un joli palmarès, 3e du championnat d'Europe en X30 junior et 11e dans le mondial. Il est intégré au Pôle Espoir France du Mans. Il a expliqué son envie de participer à la Porsche Carrera Cup sur le plateau du 7-8 Sport.
Porsche, c'est quelque chose que tout le monde connaît. C'est des voitures. Là, donc j'étais en monoplace l'année dernière. Là, on passe à de la GT, un univers complètement différent. La voiture n'est pas la même. Donc voilà, ça change complètement. Et Porsche, c'est une grosse famille. Et donc voilà, très content de pouvoir participer à ce championnat. Le jeune pilote est en recherche de financement et de partenariat. Vous pouvez le contacter sur ses réseaux sociaux au nom d'Evans Penley. Enfin, on vous en parle depuis plusieurs semaines, l'affiche officielle vient de sortir. Le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines va accueillir pour la première fois de son histoire un match de volley-ball de première division. Le Classico Paris Tour aura lieu le 28 mars prochain à 19h. La billetterie est ouverte et la rencontre sera suivie d'un concert. On arrive à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec des images de l'exposition consacrée au dessinateur de BD Jacques Martin et son célèbre personnage Alix. Elle se tient actuellement à l'espace Richaud à Versailles. Et n'oubliez pas, ce week-end sur TV78, retrouvez une deuxième série de débats pour les élections municipales. Ce sera en direct. Quant à moi, je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau numéro.